Bienvenue à la séance tant attendue des progrès scientifiques contre le cancer de l'ovaire, dans le cadre du Symposium d'automne de Cancer de l'ovaire Canada. Je suis Rénima Kamal, responsable régionale pour le Québec et je serai votre modératrice pour la séance. Il me fait un grand plaisir de vous présenter nos conférenciers pour cette session. Premièrement, Dr. Anne-Marie Mismasson est l'auteure de plus de 250 publications dans le domaine de la recherche sur le cancer. En plus de son travail de pionnière dans le domaine des biobanques, ses recherches des 3 dernières décennies ont porté principalement sur le cancer de l'ovaire et de la prostate. Ses récentes recherches fondamentales portent sur la prédiction des réponses thérapeutiques et le développement de nouveaux agents thérapeutiques pour les cancers de l'ovaire et de la prostate. Nous avons également Dr. Stéphanie Lheureux. Elle est médecin chez Princess Margaret Cancer Center et chercheuse clinicienne sur la manière d'améliorer les soins offerts aux femmes atteintes des cancers gynécologiques. Elle est la chercheuse principale de différentes subventions et essais cliniques et se spécialise dans la recherche translationnelle. Comme vous l'aurez remarqué, Dr. Stéphanie Lheureux ne peut pas être en direct avec nous. Toutefois, elle a eu la gentillesse de nous filmer sa partie, qu'on va voir un peu plus tard. Et finalement, et non le moindre, Dr. Claude Perrault, hématologue et immunogénéticien de formation. Le Dr. Perrault est professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheur principal à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie. Sa recherche se concentre sur 2 thèmes principaux. Donc, premièrement, la création de vaccins contre le cancer et deuxièmement, la prévention du vieillissement du système immunitaire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez taper toutes vos questions dans la boîte de clavardage à droite de votre écran. Alors, sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à Dr. Mismasson pour cette séance tant attendue. Merci beaucoup. Donc, ça me fait énormément plaisir de vous parler de OFCAN, qui est une initiative de recherche qui englobe une grande collaboration de chercheurs canadiens. Alors, moi, est-ce qu'on voit les diapos? Moi, je ne les vois pas. Non, pas encore. Talon, est-ce que tu peux Can you share your screen? Thank you. Merci. Donc, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler comment est-ce que OFCAN a vu la lueur du jour. Qu'est-ce que c'est cette initiative qu'on appelle OFCAN, puis qu'est-ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, commençons pour savoir comment est-ce qu'on est arrivé à avoir cette initiative qui promouvoit la recherche. Prochaine diapo. Alors, vraiment, on doit retourner dans le temps, il y a à peu près 5 ans, quand les chercheurs à travers le Canada, en collaboration avec les cliniciens et les patients, se sont demandé qu'est-ce qu'on a besoin pour accélérer la recherche en cancer de l'ovaire. Et basé sur ce sondage-là du terrain, on a développé un plan avec 3 volets qui, à la fin, on croit, vont améliorer les résultats des femmes qui ont un diagnostic du cancer de l'ovaire. Suite au développement de ce plan-là, il a suivi 4 ans d'efforts où Cancer de l'ovaire Canada, les femmes atteintes du cancer, les scientifiques et les proches ont été voir leurs membres du Parlement et on a réussi à la fin, dans le budget de 2019, d'avoir une ligne budgétaire de 10 millions de dollars qui était pour l'initiative que maintenant on appelle OFCAN. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pas satisfait du 10 millions qui est quand même assez grand, on a aussi cherché à maximiser l'impact de cet argent-là en développant des partenariats. Alors, il y a 3 partenaires qui ont mis 1 million ou un peu plus d'argent qui s'ajoutent à l'argent du gouvernement fédéral. IRICOR pour la priorité 2 et 2 provinces ont ajouté des sommes considérables pour développer le cancer de l'ovaire dans leur province. En plus, pour la priorité 2, vous allez voir dans un deuxième concours qu'on a créé un partenariat avec la Société de recherche sur le cancer. Et donc, l'investissement initial de 10 millions a grandi à 13,6 millions de dollars. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Qu'est-ce qu'on a priorisé comme recherche? On a vraiment basé notre plan sur l'idée de l'approche du laboratoire au chevet du patient. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour arriver à accomplir nos buts? Donc, la prochaine,
Priorité numéro 1, c'était de développer des modèles de recherche. C'est les chercheurs du Canada veulent développer des modèles qui représentent tous les sous-types du cancer de l'ovaire. Ils veulent surtout des modèles qui peuvent partager entre eux et donc jumeler leurs découvertes avec ceux des autres laboratoires pour créer une source riche de données. Prochaine priorité, c'était vraiment de développer des traitements novateurs qui seraient testés au niveau préclinique. Alors, les traitements les plus prometteurs seraient sélectionnés parmi des subventions, des compétitions avec des comités de pairs comprenant des partenaires patients. Et finalement, la troisième priorité, c'est de prendre des découvertes qui ont été faites en préclinique, puis les appliquer en des essais cliniques de phase précoce afin de développer des nouveaux traitements pour les patients atteints du cancer de l'ovaire. Prochaine diapo. Finalement, ce cercle virtuel, cette roue qui tournera continuellement, va, on croit, nous donner un prognostic amélioré pour les femmes avec le cancer. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, vous savez maintenant c'est quoi l'initiative, quelles sont nos priorités. Où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui dans cette approche? Prochaine diapo. Donc, comme je vous ai dit, la priorité numéro 1, c'était de trouver des nouvelles modèles pour la recherche sur le cancer de l'ovaire. Et donc, on avait certaines priorités. On voulait que ces modèles soient partageables, donc on puisse les partager entre les différents laboratoires. On a fait quelque chose de très différent dans cette priorité-là. Au lieu des concours auxquels on est habitué comme chercheur ou on compétitionne pour les meilleurs projets, ici, on a vraiment formé un consortium de gens qui voulaient partager des modèles qu'ils avaient déjà développés ou qui étaient en voie de développement. Et donc, on a fait ça par une approche de consultation et pas de compétition. Et jusqu'à date, 23 projets sont soit en développement qui ont été financés à ce jour. Prochaine diapo. Bien que je n'ai pas le temps de vous présenter tous les projets qui sont en cours, j'espère que vous pouvez apprécier le fait que dans l'année 1 et 2, qui étaient des années où on a été touché par la pandémie, on a quand même été capable de démarrer beaucoup de projets et c'est quelque chose qui s'est accéléré dans le temps. Et donc, vous voyez en année 3 qu'on a un grand nombre de modèles qui sont soit basés sur des tissus humains, soit sur des modèles animaux. Prochaine diapo. Et donc, ça nous, bien que je ne peux pas vous parler de tous les avancées qu'on a eues, je voudrais signaler que parmi nos priorités, on a développé des modèles des cancers qui sont plus rares, tels des séreux de bas grade ou des cellules de granulosa ou des carcinomes de cellules claires. Mais on a aussi soucieux de l'importance de l'immunothérapie, commencé à développer des modèles de xénogreffe, donc c'est des tissus humains, mais pour lesquels on utilise des lymphocytes infiltrants de la tumeur qui sont humaines aussi, pour essayer d'avoir des modèles qui se rapprochent plus, qui sont appropriés pour l'immunothérapie. Ces modèles ont été utilisés, différents modèles ont été utilisés de différentes façons, par exemple, pour regarder la capacité de resensibiliser des cellules cancéreuses qui sont devenues résistantes à la platine dans le but d'être capable de contrer cette résistance-là. Jusqu'à date, il y a 3 manuscrits de collaboratifs qui sont en préparation et les lignées qui sont dérivées des patients sont partagées avec plusieurs laboratoires à travers le Canada. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la priorité numéro 2, comme j'ai dit, c'était de développer des nouveaux traitements. On s'était donné comme cible d'avoir au moins dans la pipeline préclinique 8 nouveaux traitements. Ces concours-là, c'était des concours ouverts où on a invité tous les chercheurs du Canada à soumettre des idées. Et dans la première vague de compétition, à ce jour, il y a 3 projets qui ont été financés. Prochaine diapo. Il y a un projet qui est centré, le Dr Jean-Simon Diallo, sur l'utilisation des virus qui sont spécifiques pour les cellules cancéreuses et 2 qui sont spécifiques, qui ont comme volet de l'immunothérapie, donc le Dr Julian Lam. Et on a le Dr Claude Perrault. Je ne vais pas discuter son projet parce qu'on a la chance de l'avoir ici aujourd'hui. Il va nous parler de son projet. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Mais il y a plus à venir. Donc, en collaboration avec la Société de recherche sur le cancer, on vient juste de terminer une nouvelle compétition où jusqu'à 6 subventions vont être subventionnées. Et donc, on va avoir dépassé notre cible qu'on s'était mis, une cible de 8 projets. Dans cette compétition, il y a 39 candidatures qui ont été déposées. Et ce qui est à noter, c'est à peu près un tiers de ces projets-là sont centrés sur des traitements autres que au grade séreux, donc les cancers de l'ovaire les moins courants. Les projets proviennent de 5 provinces différentes et une bonne partie proviennent aussi de jeunes chercheurs qu'on est en train de les séduire puis de les intéresser à se focusser sur le cancer de l'ovaire. Alors, le comité a déjà eu lieu, puis on attend bientôt les résultats de cette compétition-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La troisième priorité, c'était vraiment de prendre les molécules les plus prometteurs puis les essayer dans des phases cliniques précoces. Au niveau de ce qui nous intéressait, c'est qu'on voulait que les projets aient une portée nationale, puis si possible, miser sur la science canadienne, donc les découvertes de nos propres chercheurs. On voulait qu'ils soient associés à ce qu'on appelle la recherche transactionnelle, donc la collecte de tissus et de sang pour pouvoir comprendre les résultats dans ces essais-là. On voulait en tout temps de voir que le projet avait un engagement significatif de la part des patients et patients partenaires et aussi, bien sûr, le potentiel, l'impact sur la santé des femmes est important. Et donc, dans la première ronde de compétition, il y a 4 projets qui ont été financés à ce jour. Prochaine diapo. Alors, il y en a, dans ces 4 premiers, ils sont tous focusés sur le haut grade séreux. Celui du nouvel séquençage de traitement par Dr. Oza et Lheureux progresse bien. Il y a des patients qui ont déjà été recrutés, puis des sites additionnels qui s'ajoutent. Les autres projets sont en voie de développement. Donc, bien qu'il n'y ait pas encore de patients qui ont été recrutés pour ces essais-là, ils cheminent comme ils doivent à travers les différentes phases administratives pour ouvrir des nouveaux protocoles. Donc, ES2, le protocole a été finalisé. Ils ont eu l'approbation de l'éthique et on espère que les recrutements des patients devraient commencer en 2022. Prochaine diapo. Dr. Oza qui commence avec une toute nouvelle molécule pour le voir, donc les approbations en place. L'étude est maintenant ouverte au Princess Margaret, puis des sites additionnels seront ajoutés. Et vous allez être capable d'entendre le projet du Dr. Stéphanie Lheureux. Donc, je vais lui céder la parole pour en parler de ça. Prochaine diapo. Donc, il y a plus à venir ici aussi parce qu'on a lancé une deuxième compétition pour des essais cliniques. Il y a 5 différents projets qui ont été soumis de 3 différentes provinces. On est content de voir que maintenant, on commence à toucher des sous-types qui sont plus rares, donc le CRE de bas grade. On a aussi les CRE haut grade mais non mutés en BRCA. Puis, il y a différents qui sont des thérapies combinées pour les patients qui sont récemment diagnostiqués. Prochaine diapo. Au niveau des différentes provinces qui ont mis de l'argent dans cette initiative-là, alors le Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse, tous les deux ont soit créé des nouvelles biobanques qui vont donner des modèles puissants à leurs chercheurs ou sont en voie d'expansion des biobanques qui étaient déjà en place. Et il y a différents projets qui sont associés avec ces biobanques et les patients qui sont diagnostiqués dans la province. Prochaine diapo. Alors, tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a un aperçu global de ce qui est déjà financé par type de cancer. Donc, vous voyez au niveau de la modélisation, on travaille fort pour développer soit des modèles basés sur des tissus humains ou sur des modèles humains, murins, pour presque tous les sous-types. Au niveau préclinique, les différents traitements sont en voie, peuvent être utilisés dans tous les sous-types. Les essais cliniques, pour l'instant, sont les hauts grades séreux puis les cancers endométrioïdes, mais on espère que on pourra augmenter le volet
différents sous-types. Prochaine diapo. Alors, je voudrais terminer en parlant un peu de nos patients partenaires. Alors, on est très choyés par le fait que des femmes qui ont été diagnostiquées par le cancer se sont joints à nous dans cette initiative-là. Leur passion puis leur connaissance est important pour notre orientation stratégique et le développement des différents projets. Donna Pépin, en particulier, est la patiente partenaire en recherche qui est sur le conseil de gouvernance de OFCAN. Mais comme vous pouvez voir par cette carte du Canada, on a des patients partenaires à travers du Canada qui participent dans nos efforts. Prochaine diapo. Donc, on a sondé ces partenaires-là pour leur demander c'était quoi leurs expériences. Donc, je vais vous lire leur citation. Donc, de Shannon Kadar. J'ai rencontré un groupe extraordinaire de femmes fortes, dévouées et passionnées qui sont devenues mes collègues. Elles sont aussi déterminées que moi à parler haut et fort et à susciter le changement pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire. La possibilité de faire entendre ma voix et celle d'autres survivantes du cancer de l'ovaire change vraiment la donne. Et de Maryse Daigle, pour ma part, quand on a ce vécu-là, le vécu du patient et dans mon cas, l'expérience des essais cliniques, ça devient presque un devoir d'apporter notre éclairage à la recherche avant et pendant qu'elle se fait. Pour s'aider soi-même et aider nos mères, nos filles, nos petites filles, l'idée est que j'apporte à différents stades du projet le point de vue d'une patiente. Ce point de vue, je pense que on ne peut pas parfaitement le comprendre si on n'est pas passé par là. Et donc, finalement, la prochaine diapo, on voit que la voix du patient partenaire augmente et se fait de plus en plus entendre dans l'initiative OFCAN. Dans nos premières compétitions, par exemple, au niveau des études précliniques, on avait 2 évaluateurs qui étaient des patients partenaires. À cette deuxième ronde, on a eu 7 qui se sont portés volontaires. Dans les essais cliniques, à la première, il y en avait 3. Il y en a 4 qui ont fait partie d'une session de tester vos soumissions avec les experts et 5 qui se sont portés volontaires comme évaluateurs pour la ronde 2 des demandes. Prochaine diapo. Donc, on voudrait terminer en disant que ces patients partenaires-là sont une source d'inspiration à pas juste nous qui travaillons avec OFCAN, mais vraiment aussi pour les étudiants, les jeunes chercheurs, ceux qui participent à cette initiative-là, parce que, comme on dit dans la citation, je retiendrai votre histoire au cours de mes recherches et je l'utiliserai pour continuer à me motiver à aider les patients comme vous à lutter contre cette terrible maladie. Merci de partager votre expérience. Il est très facile de se laisser entraîner dans le travail de laboratoire et d'oublier pour qui nous faisons cela et pourquoi. Vous êtes mon pourquoi, continuez à vous battre. Alors, vous voyez une belle symbiose qui s'installe entre les patients partenaires et les chercheurs et cliniciens. Et donc, j'aimerais terminer, dernière diapo, s'il vous plaît, juste en vous montrant l'étendue des gens qui participent à cette initiative-là. Donc, vous voyez en gras les membres du conseil d'OFCAN, mais aussi tous les chercheurs qui ont des projets rattachés à cette initiative-là, qui se trouvent à être à travers le pays. Et en plus de les noms que vous voyez, plus de 250 membres du consortium de recherche sur le cancer qui font partie de l'initiative OFCAN. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Miss-Masson, de nous avoir partagé ce survol d'OFCAN. Là, on va vous présenter la vidéo de Dr. Stéphanie Lheureux. Et quand je vous le rappelle, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais elle a eu la gentillesse de nous préparer sa partie. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Désolée de ne pas être en direct, mais le cœur y est et c'est un vrai plaisir de partager avec vous ce topic des nouvelles approches du traitement du cancer de l'ovaire
Et un grand merci à Cancer de l'ovaire Canada pour cette invitation et surtout pour le soutien apporté à ce projet et globalement à l'amélioration des traitements et au soutien de nos patientes. Je m'appelle Dr Stéphanie Lheureux, je suis investigateur au Princesse Margaret. Ma pratique médicale est focusée sur les cancers gynécologiques et je suis le site lead en gynéco du Princesse Margaret et directeur du programme Beyond Chemotherapy. Le problème qu'on a actuellement pour le cancer de l'ovaire, c'est le fait qu'il soit diagnostiqué à un stade avancé. Le deuxième problème est que malgré la prise en charge initiale avec la chirurgie et la chimiothérapie, la plupart de nos patientes vont récidiver. Afin d'éviter cette rechute et afin d'améliorer le temps sans chimiothérapie, plusieurs stratégies ont été incorporées avec les traitements par maintenance, notamment le bevacizumab et les PARP inhibiteurs. L'utilisation de ces nouveaux traitements ont permis de retarder la récidive, mais il y a encore un grand effort à faire pour développer des nouveaux médicaments qui vont éviter la résistance et éviter la rechute. Aujourd'hui, on va parler d'un stade très spécifique du cancer de l'ovaire, parce que quand on parle de cancer de l'ovaire, il y a plusieurs types de cancer de l'ovaire qui sont diagnostiqués au niveau du tissu, au niveau de la pathologie, quand le pathologiste regarde au microscope. Aujourd'hui, là, on va notamment parler du cancer séreux de haut grade de l'ovaire. C'est la plupart des cancers de l'ovaire sont cancers séreux de haut grade, mais tout ce qu'on va discuter aujourd'hui et le projet dont on va discuter aujourd'hui n'est vrai que pour le cancer séreux de haut grade, puisque ce type de cancer est différent des autres types de cancers de l'ovaire sur la pathologie, mais aussi sur les caractéristiques moléculaires, mais aussi sur la réponse au traitement. Et c'est important de faire cette distinction. Quel est le traitement qu'on utilise pour le cancer séreux de haut grade? Le traitement, au départ, consiste en la chirurgie et la chimiothérapie. Mais ce qu'on se rend compte en clinique, c'est que pour 2 personnes qui sont diagnostiquées avec un cancer séreux de haut grade, certaines personnes, la personne A va avoir une réponse aux platines très prolongée et la personne B ne va pas avoir cette grande réponse aux platines et va récidiver très vite. Et quand on regarde sur le tissu, les 2 patientes sont diagnostiquées avec un cancer séreux de haut grade et ont bénéficié du même traitement. Quelle est la différence entre ces 2 patientes et qu'est-ce qui peut expliquer cette différence en termes de réponse à la chimiothérapie par platine? Même si on a le diagnostic de cancer séreux de haut grade de l'ovaire, il faut qu'on aille de façon plus caractérisée, de façon plus profonde, le type de ce cancer de l'ovaire au niveau moléculaire. C'est ce qu'on a fait dans cette étude. On a pris des tumeurs de patientes de cancer séreux de haut grade et regardé au niveau moléculaire de façon plus deep quelle est la caractéristique pour ces patientes qui ont une réponse très différente. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'en fait, les patients qui ont une réponse très prolongée aux platines, en fait, au niveau de la tumeur, ils ont une altération très fréquente des voies de réparation de l'ADN. Et les voies de réparation de l'ADN, c'est notamment les gènes qu'on connaît, BRCA1 et BRCA2, mais il y a d'autres gènes impliqués dans cette voie. Et pour les patients qui ont une réponse prolongée aux platines, il y a souvent cette altération au niveau de la réparation de l'ADN. Pour ces patientes, on voit aussi qu'il y a une infiltration du système immunitaire bien plus importante que les patients qui n'ont pas eu cette prolongée réponse aux platines. Les patients qui n'ont pas cette réponse aux platines ou qui ont une réponse très courte, eh bien, on voit que cette tumeur a en général une augmentation du nombre de copies du gène qu'on appelle CCNI1 et qui est en général, il y a un nombre de copies plus importante des patients qui n'ont pas eu cette réponse. Ils n'ont pas d'altération de la voie de réparation de l'ADN et quelques patientes aussi ont des caractéristiques spécifiques. Ce qu'on a vu par cette étude, c'est qu'en effet, les voies de réparation de l'ADN, que ce soit déficient ou non, eh bien, on n'a pas la même réponse aux platines. Et c'est vraiment quelque chose qui est important de caractériser. On a aussi identifié que l'environnement tumoral et notamment les cellules immunitaires jouent probablement un rôle, mais ça, on ne sait toujours pas en clinique comment le targeter et comment utiliser l'immunothérapie pour le cancer de l'ovaire. C'est toujours quelque chose dont on est en train de chercher pour trouver des médicaments pour lesquels on pourrait utiliser cette caractéristique. Concernant la réparation des voies de l'ADN, on a définitivement utilisé cette caractéristique pour développer de nouveaux médicaments et c'est toute la success story des inhibiteurs de PARP. Les inhibiteurs de PARP ont été utilisés dans le cancer de l'ovaire puisque justement,
les cancers séreux de haut grade, dans la moitié des cas, ils ont ce défaut de réparation de l'ADN, notamment BRCA1 et 2, mais d'autres caractéristiques aussi qui conduisent à ce qu'on appelle, ils ressemblent à BRCA1 ou 2, mais n'ont pas la mutation, mais ont d'autres caractéristiques. On a fait les essais cliniques avec les PARP inhibiteurs. On a vu un signal d'activité et de bénéfice. Et du coup, de phase 1, on est passé à la phase 2, on est passé à la phase 3. Les essais de PARP inhibiteurs ont été faits en phase 3, en situation de rechute, montrant un bénéfice, qui ont conduit à monter les essais de phase 3 en première ligne, après le traitement initial, par la chirurgie, par la chimio. Eh bien, on a testé les PARP inhibiteurs en première ligne. Et les deux études qui ont été faites sont connues. Les études en première ligne pour les patients qui ont cette mutation BRCA dans le tissu ou dans le sang. Eh bien, l'étude a été faite. Les patientes qui ont cette mutation BRCA, après la réponse, la chimio par platine, les patientes ont eu soit l'olaparib, soit un placebo, et ont montré qu'en effet, à plus de 5 ans de suivi, eh bien, on a montré que la survie sans progression était significativement augmentée pour les patients qui avaient eu l'olaparib comparé aux patients qui n'avaient pas eu l'olaparib. Donc, définitivement, un bénéfice du traitement par PARP inhibiteur en maintenance, en première ligne, pour les patients qui avaient une mutation BRCA. Mais quoi par rapport à ceux qui n'ont pas cette mutation BRCA? Eh bien, un autre essai a été fait, l'essai qu'on appelle PRIMA, la même population, patients qui ont eu un cancer séreux de haut grade et qui ont eu une réponse à la chimiothérapie, mais ici, les patients n'étaient pas limités au statut BRCA. Et tout patient qui avait une réponse aux platines pouvait rentrer dans l'essai de maintenance avec niraparib ou un placebo. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'en effet, les patientes qui ont une mutation BRCA ont indéfinitivement le bénéfice d'une maintenance par PARP inhibiteur, ici le niraparib. Et après, ce groupe au milieu ici, c'est des patients qui n'ont pas la mutation BRCA, mais qui ont un test qui montre que la tumeur se conduit comme un BRCA. C'est ce qu'on appelle BRCA-like. Ils n'ont pas la mutation BRCA identifiée, mais il semble par ce test que la tumeur pourrait être caractérisée comme un BRCA-like. Et en effet, chez cette tumeur-là, il y a un bénéfice à la maintenance par le niraparib. Et les patientes qui ont une tumeur qui n'ont pas BRCA et qui n'ont pas ce défaut de réparation de l'ADN par ce test, eh bien, certaines personnes vont avoir un bénéfice, mais le bénéfice est moindre que les deux autres groupes. Donc, en effet, le cancer séreux de haut grade, on le voit par la pathologie, mais on voit bien qu'après, c'est important de caractériser les sous-groupes parmi les cancers séreux de haut grade. Et le traitement, la décision de traitement pour nos patientes, il y a plusieurs niveaux pour guider le traitement. En effet, ce qui est important, c'est quelle population, quelle est la toxicité, quelle est la qualité de vie pour nos patients sous ces traitements, quelle est l'efficacité. Et tous ces critères vont en effet permettre de décider si le traitement va être implémenté en clinique ou pas et avoir l'approval pour l'utiliser. Les PARP inhibiteurs sont maintenant en pratique courante pour nos patientes. Et c'était important de voir maintenant que les PARP inhibiteurs sont dans l'arsenal thérapeutique, qu'est-ce qui va changer et comment guider ensuite le traitement pour nos patients qui vont malheureusement parfois rechuter après un traitement par PARP inhibiteur. Ici, c'est juste un exemple. C'est une patiente qui a 65 ans, qui a été traitée avant par la chimiothérapie par platine, par Clitaxel, et qui a été inclue dans un essai, comme vous voyez ici, en 2008, avec l'olaparib. À ce moment-là, quand elle a commencé l'olaparib, le CA125 était élevé, il y avait la tumeur sur le scanner. Elle a commencé l'olaparib et tout ça, le marqueur a diminué et il y avait une réponse sur le scanner. Elle a eu une rechute en 2013. Elle a eu une rechute à un endroit très localisé qui était accessible à la chirurgie puisque c'était le seul endroit de la récidive. Et cette tumeur a été enlevée et elle a été continuée ensuite avec l'olaparib pendant 2 ans. Au moment de la progression en 2015, à ce moment-là, la tumeur était devenue très agressive et très résistante aux différents traitements. Le fait d'avoir pu avoir la tumeur au niveau initial, la tumeur au niveau au moment de la chirurgie, quand elle a récidivé à cet endroit spécifique, on a pu à nouveau séquencer sa tumeur pour essayer de voir caractériser plus deep quel est le mécanisme qui expliquait qu'elle a répondu longtemps et après elle n'a plus du tout répondu à l'olaparib. Quel est le mécanisme qui peut expliquer ça, puisqu'au niveau de la pathologie, c'était toujours un cancer séreux de haut grade. Ce qui est vraiment intéressant ici, quand on voit de plus profond dans les analyses et qu'on séquence la tumeur,
on voit qu'en effet, au départ, la tumeur avait un défaut de réparation de l'ADN, ce qu'on appelle HRD, c'est un défaut de réparation de l'ADN. Et c'est pour ça qu'elle a probablement répondu au PARP inhibiteur, puisqu'elle avait ce défaut de réparation de l'ADN. Et vous voyez ici que le gène BRCA, eh bien, il n'était pas exprimé, il était déficitaire. Par contre, au moment de la rechute par l'olaparib, quand elle a rechuté à l'olaparib, quand elle progressait, eh bien, on voit que la tumeur au niveau moléculaire a changé. C'est toujours un cancer sérodograde, mais elle a une caractéristique différente. Elle a toujours les mêmes couleurs, mais il y a des nouvelles expressions qui sont apparues. Et en effet, vous voyez ici, le gène BRCA, qui n'était pas exprimé au départ, eh bien, il a été capable de s'exprimer à nouveau. Donc, il était déficitaire et maintenant, il s'exprime. Donc, la tumeur a évolué et n'a plus maintenant ce défaut de réparation de l'ADN puisque le gène BRCA est maintenant exprimé. Et en plus, vous vous souvenez du gène qu'on avait discuté tout à l'heure, CCNE1, eh bien, il n'était pas du tout exprimé au départ. Et puis, sur la tumeur au moment de la résistance, au moment de la progression, eh bien, il est très exprimé. Et en général, c'est associé avec la résistance au traitement. Donc, la tumeur évolue dans le temps. Si la tumeur évolue dans le temps sous les différents traitements, qu'est-ce qu'on va faire en clinique quand les patients progressent sous un PARP inhibiteur? On a fait une étude qui s'appelle EVOLVE, qui a déjà été publiée, qui était une étude pilote pour apprendre plus sur les mécanismes de résistance au PARP inhibiteur. Cette étude a été faite au moment où les patients progressaient sous un PARP inhibiteur, n'importe lequel, et ces patients avaient une biopsie tumorale, et ensuite, les patients avaient un re-challenge de PARP inhibiteur auquel on ajoutait un anti-angiogénique qui ici était le cediranib. Dans cette étude, il y avait des patients qui étaient platinum sensitive ou platinum résistants. Quand les patients ont été re-challengés par le PARP inhibiteur en combinaison avec un anti-angiogénique, on voit qu'il y a des patientes qui ont un bénéfice. Comme vous voyez ici, en bas, c'est des patientes qui ont eu une diminution de la tumeur et vous voyez dans le temps qui a pu être maintenu pour certaines patientes, définitivement patients qui ont des bénéfices du traitement, mais par contre, il y a des patients qui n'ont pas eu du tout un bénéfice et les patients qui sont ici, la tumeur a progressé très vite malgré l'introduction de ce traitement. Comment on peut différencier celles qui vont avoir un bénéfice versus celles qui n'en ont pas? Celles qui ont un bénéfice n'ont pas besoin d'avoir re-challenge par la chimiothérapie puisqu'elles vont pouvoir répondre. Mais par contre, ici, celles qui n'ont pas le bénéfice de ces combinaisons, elles vont devoir retourner à la chimiothérapie. Donc, comment on peut identifier ces patientes? La biopsie qui a été faite au moment de la rechute sous PARP inhibiteur nous permet d'avoir des clés et savoir quels sont les mécanismes qui ont changé pour pouvoir en effet avoir des cibles thérapeutiques plus adaptées. On voit ici que, à nouveau, les patientes au départ, elles avaient une mutation dans le gène BRCA ou un autre gène qu'on appelle RAD51, qui est un autre gène qui est une sœur de BRCA qui est impliquée dans la réparation de l'ADN. Eh bien, même si au départ, eh bien, ce gène était muté, donc il y avait un défaut de réparation de l'ADN, au cours du traitement, eh bien, la tumeur est capable de s'adapter et réverse cette mutation et il n'y a plus ce défaut de réparation de l'ADN. Et du coup, les patientes deviennent résistantes au PARP. Un autre mécanisme, on revient sur ce fameux gène, le CCNE1, eh bien, la cellule cancéreuse s'adapte et augmente ce gène pour avoir des caractéristiques nouvelles et plus résistantes. On a aussi vu d'autres caractéristiques qui fait qu'aux surfaces de la cellule cancéreuse, il y a une pompe et qui éjecte le traitement en dehors de la cellule, qui fait que les PARP inhibiteurs ne peuvent plus rentrer. C'est un autre mécanisme de résistance. Comment faire en pratique clinique? Eh bien, il va falloir identifier ces mécanismes de résistance en temps réel pour pouvoir guider au mieux nos patients. Est-ce qu'elles vont bénéficier d'une combinaison? Est-ce qu'on va bénéficier d'un re-challenge en PARP? Ou est-ce qu'il faut changer? Il va falloir qu'on trouve d'autres mécanismes que la biopsie tumorale. Pour le moment, c'est vrai qu'on fait beaucoup de biopsies tumorales pour analyser le tissu et séquencer ce tissu pour voir justement de façon plus deep les caractéristiques du cancer. La question, c'est est-ce qu'on peut développer un test sanguin pour essayer de voir si on peut détecter ces changements du cancer par les cellules cancéreuses qui circulent dans le sang, ce qui permettrait d'éviter une biopsie. Et c'est très important de voir maintenant comment développer les précisions thérapeutiques, puisque la potion magique, déjà, il faut trouver la bonne combinaison et pour qui. Puisque dans Astérix, donc Panoramix a trouvé la bonne potion,
Et Panoramix sait très bien qu'Obélix n'en a pas besoin, mais Astérix en a besoin. Et c'est tout un art. Et c'est vrai que là, ce qu'on est en train d'essayer de faire par ce projet, c'est d'essayer de guider quel traitement sera pour tel patient à tel moment. Et c'est toute cette étude qui est supportée par Cancer de l'ovaire Canada, qui s'appelle Revolve. C'est révolutionner le traitement du cancer de l'ovaire pour l'adapter à chaque patient. C'est une étude qui va être proposée à des patients qui ont un cancer séreux de haut grade et qui ont progressé sous un PARP inhibiteur, que ce soit platinum sensible ou platinum résistant. Les patientes auront une biopsie tumorale puisque ça reste la méthode la plus sûre pour voir le séquençage et les modifications au niveau de la tumeur. Mais il y aura aussi un test sanguin pour voir si les modifications sur la tumeur peuvent être vues dans le test sanguin. Ça prend toujours du temps de faire ce séquençage, de regarder les résultats, de les analyser. Mais la patiente qui progresse ne peut pas attendre les résultats forcément. Donc, on aura un traitement par un PARP inhibiteur et un anti-angiogénique. Le PARP inhibiteur dans cette étude sera le niraparib et l'anti-angiogénique ici sera le bevacizumab. La patiente aura ce traitement en attendant les résultats du séquençage de la tumeur et du test sanguin. Si la patiente a un bénéfice du niraparib et bevacizumab, on ne va pas changer, on continue. Par contre, si la patiente progresse ou n'a pas de bénéfice attendu, eh bien, le traitement va être guidé en fonction des résultats obtenus sur la biopsie et du test sanguin. Si on n'arrive pas à identifier une altération, eh bien, on pense que ça vaut le coup de continuer le rechallenge avec le PARP et les anti-angiogéniques, mais on va essayer de targeter les cellules immunitaires environnantes en ajoutant un PD-L1 inhibiteur. Si dans la tumeur ou dans le test sanguin, on voit qu'il y a un mécanisme de résistance qui est apparu, comme le gène amplifié SACLINE1, dont on a parlé tout à l'heure, ou un gène qui est impliqué dans la réparation de l'ADN, comme BRCA ou les autres, s'ils ont réversé leur mutation, eh bien, on sait que ces patients qui ont une réversion de la mutation BRCA ou d'autres gènes impliqués dans la réparation de l'ADN, il n'y a pas de bénéfice à rechallenger par un PARP inhibiteur. Et c'est là où il faut faire autre chose. Et donc, à ces patientes-là, on offrira de la chimiothérapie, plus bevacizumab, plus le PD-L1 inhibiteur traitement. C'est une façon, c'est un nouveau projet pour essayer de guider le traitement en temps réel pour nos patients, ce qui demande une grande adaptation au niveau clinique, mais aussi au niveau du laboratoire pour donner les résultats en un temps réel. Et je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir mener cette étude grâce au support de cancer de l'ovaire et surtout grâce au support de nos patientes qui nous poussent à trouver d'autres solutions et d'être plus adaptés à la patiente qu'on a en face de nous. C'est pourquoi je terminerai par vraiment remercier nos patientes, les familles, de votre soutien et de toujours nous montrer la voie pour l'innovation et améliorer les traitements. Un grand merci aux équipes de recherche et aux équipes scientifiques qui permettent ces avancées et surtout au support financier sans qui toutes ces études ne pourraient pas être menées. Un grand merci. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Au revoir. Alors, on remercie Stéphanie de nous avoir préparé cette vidéo. Alors là, je laisse la parole à Dr. Claude Perrault. À vous. Merci beaucoup, Renouma. Alors, d'abord, je tiens à remercier Cancer de l'ovaire Canada de m'avoir invité à participer à ce symposium que je trouve très intéressant. Alors, sans plus tarder, moi, ma mission, c'est de vous parler d'un vaccin qu'on veut développer pour traiter le cancer de l'ovaire. Et là, je me dis, il y a peut-être parmi vous des sceptiques qui se disent d'où vient l'idée de développer un vaccin pour traiter et non prévenir un cancer. Alors, l'idée que le système immunitaire peut éliminer les cellules cancéreuses, et je parle du système immunitaire parce que quand on donne un vaccin, c'est le système immunitaire qu'on stimule. Alors, cette idée-là est apparue chez des gens d'abord qui étudiaient les souris. Et puis, si vous regardez la diapositive ici, vous voyez que
La fréquence du cancer chez des souris normales, c'est presque zéro. Chez des souris qui ont un déficit immunitaire modéré, là, plus de 40% développent un cancer et plus de 80% développent un cancer lorsqu'elles ont un déficit immunitaire sévère. Donc, leçon numéro 1, avoir un système immunitaire fonctionnel, c'est très important pour se défendre contre le cancer. Observation numéro 2. Là, on est chez l'humain et on va rester chez l'humain jusqu'à la fin de la présentation. Cette deuxième observation a été faite par des pathologistes qui examinaient des tumeurs et qui ont noté que dans certaines tumeurs, comme celle-ci, il y a beaucoup de points bruns. Ces points bruns ici représentent des cellules immunitaires. On dit que ces tumeurs sont des tumeurs chaudes. À l'opposé, il y a des tumeurs froides dans lesquelles on trouve très peu de cellules immunitaires. Regardez ici l'impact que ça peut avoir sur la survie. Ce graphique-là montre la survie de patients avec des cancers du côlon qui ont beaucoup ou pas du tout de cellules immunitaires dans leur tumeur. Vous voyez que ça fait toute la différence du monde dans la survie des patients. Maintenant, est-ce que c'est vrai aussi pour le cancer de l'ovaire? Alors, cette flèche bleue ici montre que dans le cas du cancer de l'ovaire, 7 études ont été réalisées pour analyser l'impact du nombre de cellules immunitaires dans la tumeur sur la survie des patients. Et ce que cet histogramme montre, c'est que sur les 7 études, les 7 ont montré que quand il y avait beaucoup de cellules immunitaires, et en particulier des cellules qu'on appelle des lymphocytes CD8, le pronostic était bon. Aucune des études a donné des résultats négatifs. Troisième argument pour croire que le système immunitaire peut rejeter des cellules cancéreuses. Alors, vers 2013-2015 est apparue une nouvelle classe de médicaments qu'on appelle en anglais des Immune Checkpoint Inhibitors, qui sont à toute fin pratique des stimulants généraux du système immunitaire. Alors, on s'est aperçu que de stimuler le système immunitaire, et en particulier les lymphocytes CD8 dont je vous parlais, avec ces médicaments, améliore la survie sans récidive. Alors ici, vous voyez, dans le cas de cancer de l'œsophage, la survie chez les patients qui reçoivent le stimulant du système immunitaire et ceux qui ne le reçoivent pas. Mauvaise nouvelle, les stimulants du cancer du système immunitaire ne fonctionnent pas dans le cancer ovarien. Alors, c'est très important ça, parce que ça veut dire que le progrès le plus marquant en immunothérapie à date, l'utilisation de stimulants du système immunitaire, est inutile dans le cancer de l'ovaire. Alors, pourquoi? Il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est que, ce serait une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune molécule sur les cellules de cancer ovarien qui peuvent être reconnues par le système immunitaire. La deuxième possibilité, c'est que oui, il y en a des molécules anormales sur les cellules de cancer ovarien qui peuvent être reconnues par le système immunitaire, mais ces molécules anormales, qu'on appelle des antigènes cancer spécifiques, ou ACS, ne sont pas bien présentées au système immunitaire par les cellules de cancer ovarien. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est important, cette distinction-là? Oui, ça fait toute la différence du monde. Ça fait toute la différence du monde parce que si c'est le scénario B qui est vrai, s'il y en a des antigènes cancer spécifiques, eh bien, on pourrait les présenter. Si le problème, c'est qu'ils ne sont pas présentés adéquatement, on sait comment présenter des antigènes au système immunitaire. On fait ça avec un vaccin. Alors, on s'est donc mis à la recherche d'antigènes cancer spécifiques dans le cancer de l'ovaire, en se disant, si on en trouve, eh bien, ça va être simple, on va pouvoir stimuler une réponse immunitaire contre ces antigènes-là avec un vaccin. Maintenant, la clé, c'est de trouver l'antigène. Alors, quand les gens ont voulu développer un vaccin contre la COVID, ils n'ont pas eu à chercher longtemps. Ils ont regardé là, à la surface du virus, là, il y a une protéine rouge ici qu'on appelle la protéine S. Ils ont dit, bien, c'est simple, on va
cette protéine-là, c'est avec elle qu'on va faire un vaccin. Alors, si vous avez été vacciné contre la COVID, votre vaccin contenait la protéine S du coronavirus. Le cancer ovarien, si on veut faire ainsi, développer des vaccins, il faut trouver les bons antigènes. Alors, on est parti pour trouver les antigènes, cancer spécifiques, présents dans le cancer ovarien. On s'est fondé, basé sur l'idée que toutes les cellules cancéreuses ont un ADN anormal. Ça, on n'y échappe pas, il n'y a pas d'exception, c'est comme ça. Et c'est l'ADN qui contrôle la fabrication des protéines, normales ou anormales. Alors, on s'est dit, analysons toutes les protéines des cellules cancéreuses. Le problème, évidemment, qu'on a rencontré, c'est que si vous comparez l'ADN d'une cellule humaine au génome du coronavirus, bien, il y a 200 000 fois plus de lettres dans le génome d'une cellule humaine que dans le génome d'un virus. Donc, il y a pas mal plus de possibilités de protéines. Alors, on s'est dit, OK, on va chercher l'ADN qui code pour des antigènes cancer spécifiques en focusant d'abord nos efforts sur 2 % du génome dont on sait qu'il code pour la fabrication de protéines. L'autre 98 % n'est pas reconnu comme codant pour des protéines. Alors, j'ai mis ensemble une équipe de rêve pour partir à la recherche des antigènes cancer spécifiques. Et je voudrais mentionner 2 personnes dont le rôle a été particulièrement important. Céline Laumont et Christelle Vincent. Je n'ai pas le temps de nommer tout le monde, mais elles ont eu un impact déterminant. Et dans l'équipe, il y a des chimistes, des généticiens, des informaticiens, tout simplement. Alors, pendant 2 ans, on a cherché à trouver dans le 2 % du génome connu pour fabriquer des protéines, quelles étaient les protéines anormales qu'on trouvait dans le cancer de l'ovaire. On n'a trouvé rien. Alors, je peux vous dire qu'après 2 ans, c'était un résultat qu'on n'a pas accueilli avec enthousiasme. Mais là, j'ai une équipe résiliente qui a lu ses classiques, incluant Sherlock Holmes. Et puis, vous savez que Sherlock Holmes dit que lorsque vous avez éliminé l'impossible ici étant que le 2 % connu pour fabriquer 2 % du génome connu pour fabriquer des protéines produit des antigènes cancer spécifiques, lorsqu'on a éliminé cette possibilité-là, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Ça veut dire que s'il y a des antigènes cancer spécifiques, on s'est dit, ils sont produits par le reste de l'ADN. Le reste de l'ADN, on l'appelle l'ADN poubelle parce qu'on ne sait pas au juste à quoi il sert. Et il n'y a pas grand monde qui l'a étudié. Alors, pour relancer le projet et rechercher des antigènes cancer spécifiques produits par l'ADN poubelle des cellules cancéreuses, j'ai été rechercher mon équipe de rêve et on s'est dit, on va développer des outils pour étudier l'ADN poubelle. Et entre vous et moi, je n'oublierai jamais le jour où j'ai dit à mon épouse que 98 % du génome humain ne fabriquait pas de protéines. Elle m'a dit, Claude, ce n'est pas parce que tu ne sais pas ce que ça fait rien. Alors, elle avait bien raison, comme vous allez le voir. Alors, on s'est donc mis à étudier l'ADN poubelle des cellules cancéreuses. Et en 2018, avec l'équipe de rêve dont je vous ai parlé, on a montré que c'est effectivement cet ADN poubelle, non connu auparavant comme producteur de protéines, c'est cet ADN-là qui produit des antigènes cancer spécifiques. On a trouvé ça d'abord sur des cellules de cancer de souris, puis sur des cellules cancéreuses humaines. Et là, vous allez me dire, oui, mais dans le cancer de l'ovaire. En avril 2020, on étudiait des tumeurs ovariennes primaires venant de patientes canadiennes et allemandes. Et on a identifié 91 antigènes cancer spécifiques dans les cancers de l'ovaire. Et ce qui est
un fait notable pour nous, c'est que certains de ces antigènes cancer spécifiques sont partagés par 80 à 100 des tumeurs. Donc, ils sont présents chez beaucoup de tumeurs. Alors, là, on s'est dit, OK. Et là, je vous présente le résumé du projet en cours subventionné par Cancer de l'ovaire Canada et IRICA. On s'est dit, OK, si le problème, c'est qu'il y a des antigènes cancer spécifiques dans le cancer ovarien, mais qui ne sont pas présentés adéquatement au système immunitaire, on va faire le travail comme il faut. Alors, dans notre organisme, chacun d'entre nous, on a des cellules qu'on appelle des cellules dendritiques, qui sont les meilleures cellules pour présenter des antigènes au système immunitaire. C'est leur rôle dans la vie. Alors, on s'est dit, c'est simple. Nous, on va prendre les meilleurs. Alors, on va prendre des cellules dendritiques et là, on va d'abord regarder quelle est la meilleure façon de faire présenter des antigènes cancer spécifiques du cancer de l'ovaire par des cellules dendritiques. Alors, on obtient des cellules dendritiques du sang, de donneurs de sang volontaires, des lymphocytes T de ces mêmes donneurs. On leur présente des antigènes cancer spécifiques sous forme de fragments de protéines ou d'ARN. Vous aurez peut-être une impression de déjà vu. Hein? Quand au premier jour de la COVID, on se demandait quelle était la meilleure stratégie pour le vaccin ARN-protéines. Okay? Alors, on fait ça. Mais on introduit une innovation dont je suis très fier. On évalue de façon quantitative la présentation des antigènes cancer spécifiques avec une approche qui s'appelle la spectrométrie de masse, qui n'a jamais été utilisée auparavant pour évaluer la présentation d'antigènes dans des vaccins. Deuxième objectif principal de notre projet, c'est on prend des cellules dendritiques qui présentent des antigènes cancer spécifiques et là, on étudie la réponse des lymphocytes T CD8. On étudie deux paramètres surtout de cette réponse-là, son amplitude et sa diversité. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez une réponse maximum, il faut qu'il y ait beaucoup de lymphocytes T CD8 qui répondent et qui prolifèrent. Et il faut que ce soit des lymphocytes T diversifiés. Parce que sans entrer dans les détails, il y a plusieurs sortes de lymphocytes T CD8. Donc l'antigène idéal, c'est un antigène qui provoque, qui induit une réponse des lymphocytes T de grande amplitude et diversifiée. Alors, vous demanderez à ce point-ci peut-être pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore en études cliniques actuellement? Est-ce que c'est parce qu'on aime ça prendre notre temps? Non. Ce n'est pas parce qu'on aime ça prendre notre temps. C'est parce que, évidemment, pour produire un vaccin, il faut une compagnie pharmaceutique. On ne peut pas produire un vaccin dans un laboratoire de recherche. Et le monde des vaccins est considéré par les compagnies pharmaceutiques comme pas super attirant parce que pas très lucratif. Parce qu'un vaccin, quelques injections, puis c'est fini. Les industries pharmaceutiques s'intéressent beaucoup plus aux médicaments que vous devez prendre pendant une longue période, sinon toute votre vie. Alors, pour convaincre une pharma de faire une étude clinique sur un vaccin, il faut vraiment avoir des données extrêmement convaincantes. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec l'étude subventionnée par Cancer de l'ovaire Canada. Et en passant, vous avez sûrement entendu parler de petites compagnies comme Moderna ou Pfizer-BioNTech. Eh bien, avant de se lancer dans la COVID, eux, la mission qui s'était donnée, c'était de produire des vaccins contre le cancer. Alors, mais quand l'usine qui fabrique des vaccins contre la COVID, on finit d'en fabriquer, eh bien, on va s'arranger pour avoir de beaux vaccins à leur faire développer. Maintenant, est-ce qu'on est sûr de réussir? Moi, je dirais qu'on fait preuve d'un optimisme prudent. On est surtout optimiste parce que chez la souris, en tout cas, je peux vous dire qu'on a testé nos vaccins et ça, on peut le faire in vivo avec des souris qui ont des tumeurs et ça fonctionne. Mais notre optimisme doit néanmoins être teinté de prudence parce que des souris et des humains, c'est loin d'être pareil. Et la plus grande différence chez l'humain, c'est la diversité génétique. Les humains sont différents les uns des autres, alors que les souris qu'on utilise sont toutes des jumelles identiques.
Alors, quand un traitement fonctionne chez une souris, il fonctionne chez toutes les souris, ce n'est pas la même chose chez l'humain. Mais on a un plan de match pour composer avec la diversité humaine. Alors, en terminant, je voudrais, il y a une citation de Saint-Exupéry, j'aime beaucoup, qui dit que aussi de l'avenir, l'important, ce n'est pas de prévoir, mais de rendre possible. Et puis, je pense que collectivement, Cancer de l'ovaire Canada, Erika, mon équipe de rêve et vous, ben, c'est ce sur quoi on travaille. Et puis, je nous souhaite le meilleur pour la suite des choses. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Perrault et Dr. Messmasson, de nous avoir présenté tout ça. Là, je vais tenter de vous poser des questions là, en fonction du temps. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Une question qui semble revenir et je vous la pose à vous deux. Comment savoir le moment où les essais sont en période de recrutement de patientes? Existe-t-il un endroit où les patientes peuvent laisser leurs coordonnées de façon à être contactées lorsqu'une étude correspond à leur profil et est en période de recrutement? Je peux répondre, mais Anne-Marie, si tu as mieux répondre. Vas-y pour le Canada, puis je vais faire Québec. OK. Alors, écoutez, c'est très facile parce que les oncologues, le monde de l'oncologie est un petit monde et les oncologues sont tous au courant quand des études cliniques sont menées dans les centres de recherche universitaires. Il n'y en a pas beaucoup de centres de recherche universitaires. C'est là que se font les études. Alors, tous les oncologues sont rapidement au courant dès qu'une nouvelle étude est lancée. Donc, les patientes n'ont pas elles-mêmes à chercher pour ce qui se fait au Canada. Aux États-Unis, c'est une autre histoire. Mais pour ceux qui sont curieux de savoir s'il y a des essais cliniques qui veulent regarder eux-mêmes, il y a un site web Onco-Québec qui est maintenu par CUCRO qui donne tous les... Et puis on peut utiliser des indices pour, par exemple, chercher c'est quoi les études cliniques au CHUM, c'est quoi les études cliniques en cancer de l'ovaire, puis de jumeler différentes données pour pouvoir les retrouver. Puis je dirais aussi qu'il y a un grand projet qui est le Consortium québécois en cancer, il y a un site web aussi, qui cherche à doubler le nombre de patients qui sont recrutés sur des protocoles de médecine personnalisée et qui sont en train de développer des outils justement pour, comme des navigateurs qui pourraient aider les patients à trouver des essais cliniques. Donc, c'est une des raisons pourquoi on aime beaucoup aussi les patients partenaires, parce qu'ils nous montrent quelles stratégies sont prometteurs et quelles qui ne sont pas. Bien qu'on pourrait penser qu'un site web, c'est très prometteur puis que c'est très ouvert, beaucoup de patients nous disent qu'ils deviennent vite perdus dans tous les sites web. Et donc, c'est pour ça qu'on commence à penser plus à un navigateur, un peu comme les infirmières qui aident à naviguer le patient, mais qu'il y aurait un service de navigateur qui pourrait aider avec le jumelage de cette clinique et le médecin. Mais c'est une excellente question, puis c'est une qui nous préoccupe. Oui, mais c'est une question qui est revenue à quelques fois aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu d'une manière aussi éclairée et détaillée. Je vais poser une dernière question au docteur Claude Perrault en deux parties. En fait, quand pensez-vous commencer les essais cliniques et est-ce que les patientes d'aujourd'hui pourront bénéficier un jour d'un vaccin comme le vôtre? Alors, les études cliniques, le projet dont je vous ai parlé est un projet de 2 ans. On est dans la première année. Alors, pour moi, l'horizon, c'est 2 ans. Autrement dit, on termine le projet, on convainc des partenaires pharmaceutiques et je dois dire que là, il faut que je fasse preuve d'humilité parce que ce n'est pas moi qui est le roi pour convaincre les pharmaceutiques, mais Erika, le partenaire de Cancer de l'ovaire Canada dans ce projet-là, est expert pour créer des partenariats avec les pharmaceutiques. Merci beaucoup. En fait, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Alors, j'aimerais remercier Dr. Anne-Marie Messmasson, Dr. Claude Perrault et bien sûr Dr. Stéphanie Lheureux, même si elle n'était pas avec nous en direct, d'avoir présenté vos projets de recherche
Pour ceux et celles qui écoutent de la maison, merci d'avoir assisté à cette séance. Il m'a fait vraiment plaisir d'être votre modératrice de séance aujourd'hui.